l'IT au service du GN. On voit l'IT comme quelque chose d'impénétrable et on voit pas forcément le lien avec le GN. Alors trop d'IT, c'est pas bon non plus. Maintenant, c'est à vous de trouver la balance entre les deux. Et donc ici, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est un ensemble d'outils. C'est pas forcément une solution. C'est des outils que vous devez vous approprier et adapter à vos besoins. La gestion du GN peut être améliorée par l'IT. Je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là au matin pour la présentation de la scénarisation. C'est pour moi un bon exemple de l'utilisation de l'IT pour la gestion d'un GN où on a décomposé des tâches et on en est arrivé à avoir des objectifs précis, clairs, oui, non, telle personne, et ça permet d'avoir un suivi d'un projet. Alors, le graphique qui est là, je voulais le réaliser moi-même, au final j'ai trouvé tout fait sur Internet. Un petit point à nuancer, ici on parle de geek et de non-geek, sur le graphique c'est pas le cas, je parlerai plus d'organisateurs classiques et d'organisateurs 2.0. Au départ, les deux personnes font le même travail manuellement, à un moment, elles en ont marre et donc il y en a un qui commence à passer énormément de temps à développer une solution. L'autre personne pendant ce temps-là continue sur ce rythme de travail et la plupart du temps rigole de la solution peu adaptée de l'autre personne qui au final une fois qu'elle est développée induit un coût en temps qui est quasiment nul alors que l'autre personne continue sur la même lancée et au final on en arrive à des situations où il y avait moyen d'optimiser mais il fallait juste mettre les moyens pour optimiser ce système. Alors, la question est de savoir quand est-ce qu'on va utiliser des outils typés IT. Donc, quand une tâche devient trop répétitive, il faut l'automatiser pour procéder à un gain de temps. Maintenant, il faut toujours arriver à nuancer est-ce que c'est intéressant de développer une solution ou pas. Est-ce que c'est intéressant de gagner du temps là-dessus? Est-ce qu'on ne va pas passer plus de temps globalement, en dehors du graphique que je viens de vous montrer, à essayer de passer par une solution web. Pour moi, il y a également le risque de perte de données. Donc, si on veut assurer la pérennité d'un GN avec plusieurs organisations sur plusieurs années ou des orgas qui changent avec différentes cellules, il est primordial que chacun ait la même vision ou les mêmes outils pour arriver à interpréter des données. Et c'est là qu'intervient l'IT parce que ça permet d'avoir un système de données standardisé avec peut-être un manuel explicatif, ça peut être une page qui dit voilà, vous devez utiliser le programme ou vous devez utiliser tel et tel outil de telle manière et au final ça permet d'avoir une continuité dans l'orga, une uniformité et une cohérence. Alors j'ai fait différentes catégories. La première c'est l'édition et du graphisme. Là je vais juste passer très rapidement en revue deux logiciels qui pour moi sont primordiaux. C'est pas exactement typé GN, mais ça reste pour moi des outils très importants dans la gestion quotidienne des GN. Après la modélisation, donc c'est de la modélisation 3D mais pour le commun des mortels. L'administration du jeu, la communication et les jeux. Les outils web et enfin la catégorie pour les gens qui ont vraiment envie de se casser la tête. Alors l'édition et le graphisme, alors là on a trois programmes qui sont open source, qui fonctionnent sous Windows et sous Linux. On a GIMP, là c'est équivalent de Photoshop en gros, c'est de la retouche d'image. Inkscape c'est du dessin vectoriel. Alors appliqué au GN c'est assez utile, je pense pour des logos, des blasons. Moi je les ai utilisés principalement pour ça. Ça permet, il y a un logo où... Oui. Proposer une utilisation en plus de Inkscape, quelque chose que je fais énormément. Si vous avez des zones de terrain et que vous êtes habitué à faire par moment des screenshots de Google Maps et de rajouter des zones de camp ou des zones de trucs, on peut également faire des zones de Inkscape et les mettre en overlay directement dans Google Maps avec une Google Maps personnalisée qu'on balance aux joueurs et comme ça ils peuvent zoomer dessus et voir les trucs et c'est beaucoup plus facile que de faire des trucs moches. Voilà, tout à fait. C'est nettement plus simple et ça permet de gérer différents masques. Au final, je veux montrer les implantations logistiques, je clique sur le masque logistique, je vois toute la logistique, je clique sur les masques factions, je vois toutes les factions, et ainsi de suite. Des images web qu'on pourrait trouver, ça permet de les transposer en images qui sont vectorielles, c'est-à-dire qu'on peut les agrandir tant qu'on veut, elles ne seront jamais détériorées. Donc si vous voulez le logo avatar en 10 000 pixels x 10 000 pixels, c'est tout à fait possible, il existe. Voilà, ça sert à avoir une certaine qualité d'image et assurer la dimension de chacun de logos. Alors Audacity, là c'est un logiciel d'édition audio. C'est très utile pour réaliser un effet sonore. Par exemple, nous on a programmé lors d'un de nos tout premiers GN
l'intervention d'un fantôme qui était mixé en fait dans une playlist. Le message était intégré dans une musique qu'on avait éditée. Donc ça permettait d'avoir voilà, telle heure, il y a le fondu et pas la rupture complète par rapport à la musique à un moment où on ne voudrait pas, et le message qui arrive, le chevalier Roland qui s'adresse au peuple d'Ayo, etc. Donc c'est un outil très pratique. Pour moi, c'est un outil qui est aussi très utile pour des effets sonores qui peuvent être programmables. Alors, au niveau de la modélisation, moi je suis un grand fan de Sweet Home 3D. C'est un logiciel libre d'architecture, mais l'architecture simplifiée. À savoir que vous créez une pièce avec un sol et des murs en 2 minutes à peine. Ça permet de simuler les implantations. Ça peut paraître un peu bête de passer du temps à réaliser une implantation, de modéliser un bâtiment complet pour un gène. Nous, dans nos besoins, on réalise un gène dans un bâtiment, donc on a tout modélisé. Ça fonctionne pour de l'indoor, ça fonctionne aussi pour de l'outdoor. On l'a fait pour la faction d'Ayo Avatar cette année-ci. L'entièreté du camp était modélisée et ça nous a permis de ne pas devoir commencer à décaler des temps de 1,50 m sur la gauche. Ah non, on a prévu trop court, il faut raboter sur la droite. Voilà, ça règle pas mal de soucis. Un gros avantage et un projet que j'ai aussi pour Billarp et sur le côté, on peut importer des meubles et on peut créer des collections. À savoir que pour Avatar, j'ai créé une collection pour la faction. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir importer des modèles dans cette collection et ça forme un seul fichier qui est exécutable et intégrable au programme. Et voilà, il y a toute la collection des objets du GN. Et donc on en arrive d'un programme d'architecture de maison à la base à un programme où vous avez de l'architecture événementielle, où vous placez vos objets, vos malles, vos tentes, etc. Pour modéliser des objets, c'est directement dans le logiciel ou ça a besoin de venir d'un autre logiciel de modélisation? Alors, justement, à ce niveau-là, il y a une petite astuce. Le programme accepte l'importation de meubles en format relativement libre. Moi, je travaille via Google, qui a une banque de données d'objets 3D, qui a son format propre, mais il y a également le programme d'édition de Google, qui est Google SketchUp, qui permet de convertir les fichiers téléchargés depuis le site de Google dans le format accepté par le programme. Donc il faut juste passer par un programme supplémentaire, mais c'est juste ouvrir le programme, enregistrer sous et l'importer après sur le côté. Donc au final, vous savez importer tous les objets de la banque de données qui sont disponibles par Google et qui utilisent une méthode collaborative où chacun vient mettre ses propres objets. Vous savez transposer ça facilement. Au programme ici. Deuxième programme, c'est le programme DIA. Tout à l'heure, là, ça permet de réaliser des diagrammes. C'est pas toujours nécessaire non plus. Maintenant, ça permet entre autres de faire des diagrammes électriques, de faire des diagrammes réseau. Oui. Ça permet de rajouter quelques exemples au programme DIA. Justement, ceux qui ont assisté à la conférence de Chef, qui disait qu'il y avait son fichier Excel, par exemple, était très intéressant. Ce qui est très intéressant avec DIA, c'est que vous pouvez définir ce qu'on appelle des processus. Donc, par exemple, ces fameuses quêtes en collier de perles, ces fameuses quêtes en collier de train, vous pouvez en fait vous les représenter avec ceci. Avec DIA, et ce qui vous permet en fait aussi de faire des quêtes plus explicites. Par exemple, si jamais les joueurs disent oui à cette question, ils vont dans telle direction, non, ils vont dans telle autre direction. Ça permet de définir des processus très intéressants. Merci. Pour cette application-là, je préférerais un logiciel, ça s'appelle FreeMind, et là c'est un logiciel de mind mapping qui est plus adapté que la création d'objets comme là. En fait, le mind mapping, ça permet de mettre des bulles d'idées, des bulles de scénarios, en relation et qui sont développables ou non. Et donc vous pouvez avoir une carte avec tout votre scénario qui est déployé. Ça fonctionne également pour la logistique comme pour le scénario. Il y a un très très bon article d'ailleurs on en parlait dans la conférence précédente, Place to be, People to go, sur justement la modélisation d'une intrigue de scénario de jeu de rôle sur FreeMind. C'est très 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 bien expliqué. Ah d'accord, heureux de l'apprendre. Il y a également un autre avantage à la plupart des programmes que je vais vous présenter ici, et entre autres Sweet Home, DIA et FreeMind utilisent ce standard-là. Vous savez faire l'exportation au format SVG, c'est-à-dire en vectoriel, qui est acceptable par le programme Inkscape dont je viens de vous parler juste avant. Au niveau de l'administration, alors là, je vais vous parler d'outils PDF et d'un logiciel de comptabilité. Alors au niveau du PDF, là, ce n'est
je ne pense pas, des outils open source, mais ils sont gratuits. Alors vous avez PDF Blender, c'est un outil qui est assez utile parce que ça vous permet de reprendre par exemple 5 PDF différents et de les compiler en un seul et même fichier sans devoir passer par un programme, ou même dans Word, on sait faire des sauts de section qui permettent de modifier facilement les mises en page, mais si vous voulez gagner du temps et que vous avez un peu de mal avec Word, vous prenez vos PDF, vous fusionnez le tout et vous savez l'envoyer directement. Vous avez PDF Image Extractor. Comme son nom l'indique, ça vous permet de prendre un PDF et d'en extraire toutes les images. Dans la résolution du PDF évidemment, mais c'est très utile, entre autres pour un grimoire de runes que j'avais trouvé, qui était uniquement disponible en PDF. J'ai extrait toutes les images de runes et j'ai réussi à en refaire un autre grimoire après sur la suite. Alors, il y a un truc qui peut être bon à savoir aussi, surtout dans le cas, par exemple, imaginons que vous êtes organisateur sur un jeu, que vous êtes chargé des publications sur le site web de votre jeu et que c'est quelqu'un d'autre qui fait les règles et qui vous a envoyé un PDF avec toutes les règles compilées, qu'il a terminé, et vous vous rendez compte sur la première page qu'il y a une grosse faute d'orthographe le soir de publier, que votre ami est injoignable parce qu'il est au restaurant, enfin bon, ce type de situation. Donc, comment éditer un PDF en urgence sans avoir à le refaire? Il y a LibreOffice qui fait ça. On peut ouvrir un PDF déjà existant et rééditer dedans et l'enregistrer. Et en solution d'urgence, sinon, mais c'est page par page, Inkscape le fait aussi. Alors au niveau comptabilité, il y a le logiciel Grisby. Il y a un équivalent plus complexe qui prend de la comptabilité double qui s'appelle GNU Cash. Donc là, vous pouvez faire une comptabilité simple. C'est très utile pour la gestion d'associations où vous avez un échéancier de paiement, vous avez le listing de vos tiers et vous savez, par exemple, je vais prendre personne X qui a participé à différents GN durant l'année. Je vais cliquer sur son nom et je sais le montant total qu'il a dépensé dans l'association cette année-ci. Je sais dire qu'il a participé à tel et tel et tel GN. Vous pouvez faire également différentes catégories. Donc pour les imputations budgétaires, c'est très utile. Vous savez dire, voilà, ça je l'affecte à la logistique, ça je l'affecte à tel compte, à tel compte, à tel compte. Et il y a également des comptes qui sont préfaits. Et c'est un peu comme pour Suite Home 3D. Vous savez créer un exemple de compte et le sauvegarder à un endroit pour qu'il puisse être disponible après pour la communauté GN si jamais vous voulez répandre la bonne parole autour de vous. Est-ce qu'il y a moyen de le compiler avec par exemple son PNB Paribas online ou Dexia, enfin peu importe, mais les sites de banque pour que ça soit lié directement et fait automatiquement? Alors la plupart des banques utilisent un format standard, normalement, c'est pas toujours le cas, devrait utiliser un format standard. Ce programme-là supporte les importations de ce format. Donc je pense que c'est du KIF ou du KIF et du CSV aussi. Vous savez importer ces formats-là dans le programme. Parfois, il y a des erreurs d'interprétation, mais de toute façon, quand vous faites l'importation, vous savez dire telle colonne, ça correspond à tel champ que le programme a besoin, et dire, voilà, cette colonne-là, c'est inconnu, je ne l'utilise pas, et vous passez à la suite. Et de toute façon, après, vous pouvez tout éditer manuellement si vous le voulez. Donc ce programme-là est très utile pour faire une comptabilité. Vous savez générer des budgets, générer des rapports d'activité. C'est simple, c'est vraiment très simple. Vous savez gérer plusieurs comptes, un compte de caisse, un compte d'épargne, un compte à vue. Voilà, assez facilement. Au niveau de la communication et du jeu, je terminerai par le QR code, parce qu'il y a un exemple assez particulier. Alors j'ai Exographer, j'aimerais bien vous parler. C'est un logiciel de création de cartes stratégiques. Ça peut aller de la carte la plus simple qui est tout à gauche à une carte moyennement complexe au centre et à droite une carte d'un autre univers qui serait plus dans du space opéra. Vous savez mettre des astéroïdes, des objets en tout genre. Et il y a une version pro, parce que celui-là c'est pas un open source, c'est un logiciel gratuit uniquement. Il y a une version pro qui vous permet d'importer vous-même vos propres images dans l'application. Il y a une version en ligne, il y a une version locale.
contrairement à l'autre programme qui est Coat of Arms, qui est de la création de blasons. C'est aussi par le même studio. Là, vous savez faire des blasons simples comme des blasons très complexes qui, je pense, sont exportables en SVG également, donc en vectoriel. Et là, vous savez également faire des importations avec la version complète. Alors, ce studio-là s'est pas arrêté à ces 2 programmes. Ils en ont sorti pas mal d'autres pour du jeu de rôle papier, mais il y en a un qui peut être intéressant, mais quand même moins que ceux-là, qui est Donjon Graffeur. C'est la même interface, ça vous permet de simuler des cartes de donjon assez facilement. Enfin, je voudrais insister sur l'utilisation de Google Earth, qui permet quand même pas mal d'applications avec les images qu'on sait avoir maintenant. Vous savez faire des implantations de sites de GN, des zones assez facilement. Et comme l'expliquait ici Romain, vous savez intégrer après des calques au niveau d'Inkscape dedans. Vous savez créer des routes, c'est vraiment assez simple. Et pour ce qui est des QR codes, j'y reviendrai tout à la fin, mais je voudrais mettre un point d'attention dessus, parce que pour moi, les QR codes, il y a clairement moyen de développer du jeu autour de ça. C'est du LARP 2.0. Vous savez faire un système de gestion de ressources, de gestion de feuilles de personnages en poussant. Là, il faut clairement faire une application derrière. Mais un exemple très simple, c'est si vous voulez faire passer des PNJ point par point, vous pouvez très bien leur donner des indications texte où une personne seulement a la capacité de déchiffrer un code, mais vous voulez pas passer votre temps à transcrire ce code-là, vous scannez et la personne qui a cette capacité-là peut lire le code directement et il n'y a pas besoin d'aller près de l'orga pour telle ou telle demande. Alors vous avez également d'autres possibilités au QR code autres que les messages, à savoir que vous pouvez faire des envois d'SMS, des appels automatiques, des localisations GPS. Donc il y a vraiment plein de possibilités et nous on a utilisé ça pour une forme de gène un peu particulière. Je vais vous passer les détails, mais en gros c'était du jeu de piste scénarisé pour vraiment faire très gros. Où là on avait en cas de problème, il scannait un code et là ça envoyait un SMS d'urgence aux orgas automatiquement. Donc c'est aussi très utile. Alors au niveau du web, là il y a différents outils qui existent. Il y a OnCloud, donc là c'est des solutions qui deviennent un peu plus complexes à mettre en place. OnCloud, c'est un système de cloud comme son nom l'indique, mais qui est complètement libre. Donc le gros avantage, c'est que c'est un cloud multi-user. Donc la plupart des clouds qu'on vous propose aujourd'hui gratuitement, c'est des clouds avec un seul utilisateur. Ce qui fait que parfois vous savez partager un dossier mais tout le monde ne sait pas se synchroniser sur ce dossier là, ou alors vous savez dire c'est uniquement cette personne là qui a édité, c'est l'ASBL qui a édité le fichier, vous ne savez pas quelle est la dernière personne qui a fait la modification qui bizarrement a engendré une erreur dans tout votre document et vous ne savez plus revenir en arrière. Donc là il y a pas mal de widgets qui existent aussi pour faire pas mal d'autres choses, des liens avec des analytics, plein d'autres applications qui peuvent être utiles. Et il y a également une possibilité de synchroniser ce cloud-là avec des Google Drive, avec les Dropbox, donc les systèmes de cloud plus habituels. Donc c'est pas une excuse pour ne pas migrer d'un système à l'autre. C'est vraiment assez simple à mettre en place et certains serveurs proposent même déjà des solutions cloud embarquées en payant. Donc c'est comme souvent dans le libre, vous avez la version gratuite open source, mais si vous voulez, vous avez des fournisseurs de services moins chers que d'habitude qui vous proposent également ces services-là. Tu voulais dire quelque chose ? Deux petites questions concernant OnCloud. La première, c'est concernant l'édition de documents. Par exemple, Google Drive propose qu'en cas d'édition, on a une édition en couleur selon la personne qui édite ce document. Mm-hmm. Ça a l'air bête, mais ça fait gagner un temps fou. Quand on voit le document a été édité, oui, mais où ? On sait par qui, mais en quoi est-ce qu'il a été édité ? Et cette solution d'avoir cette édition en couleur, en rose, en mauve, on s'en fout, on règle comme on veut, permet d'un simple coup d'œil de voir directement quelles a été les modifications qui ont été apportées et surtout on permet aussi de voir quelle était l'ancienne version. Donc c'est une possibilité qu'offre Google Drive que je trouve assez intéressante. Est-ce que OnCloud propose la même chose ? Alors OnCloud ne propose pas d'édition en ligne du fichier, même si certains widgets pourraient le proposer.
Par contre, vous avez les historiques des versions de documents et même s'il n'y a pas forcément la couleur et l'aspect visuel, il doit y avoir un historique sur le côté qui vous dit voilà, il y a eu telle édition, telle édition, telle édition, et si vous cochez une des éditions, soit il remet la version antérieure ou bien il montre la modification. Donc ça, c'est assez répandu et ça ne m'étonnerait pas que ce soit inclus dedans. Okay. La deuxième question, c'était, donc tu dis OnCloud, une version free, une version payante, je suppose selon le volume. Quelle est la différence au niveau du volume de stockage qu'offrent les deux je veux dire, la version free offre quel volume? Non, ce qui se passe, c'est qu'OnCloud, il y a moyen de l'installer sur un serveur propre. Donc par exemple, j'achète un serveur, enfin je loue un serveur, je veux l'installer sur mon serveur, j'aurai l'espace de mon serveur, c'est logique. Par contre, si je veux passer par une solution payante, là c'est juste le fournisseur d'accès, le prestataire qui propose sur son serveur, par exemple, des tarifs comme on connaît, 500 gigas pour 25 € par mois, et quelque chose comme ça, mais en utilisant l'interface de OnCloud. C'est juste ça. Donc en téléchargeant. C'est surtout une interface quoi en fait. Premièrement, c'est ça, c'est pas toi qui dois gérer le serveur, c'est le prestataire qui s'en charge et toi tu utilises le service. Point. Ok, ça, merci. De rien. Alors, je suis moi-même informaticien dans le milieu du libre aussi également, mais objectivement, si tu veux vendre ton produit sur OnCloud, quel avantage ça a par rapport à Google Drive? Pour moi, la collaboration et l'aspect non propriétaire des données. Ok. Les possibilités d'évolution, même si Google Drive permet de rajouter des widgets depuis quelques temps, il y a moyen de le faire de manière nettement plus puissante pour OnCloud et d'en développer aussi. Ok. Alors ensuite, il y a les wikis, base d'univers, ça peut être intéressant. Si vous avez plein d'informations dans un gène, vous pouvez compiler ça sur un wiki et il y a moyen de les exporter et les transférer assez facilement. Alors ensuite il y a Zimbra, là c'est un système de webmail, c'est une suite de collaboration en ligne, donc vous avez un webmail, vous avez un calendrier, vous avez un port document, maintenant ça peut faire double emploi si vous utilisez aussi OnCloud, mais c'est également une suite de collaboration qui est libre. Et enfin, il y a un outil vraiment très intéressant qui s'appelle LARPwriter. Donc là, c'est un outil français qui permet de rédiger et écrire un GN assez facilement. Vous créez des personnages, vous créez des liens entre les personnages. Alors ces liens sont doubles, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un lien entre Monsieur X et Madame Y. Maintenant, Monsieur X connaît son lien avec Madame Y. Par exemple, il a tué ses parents, pour faire simple, mais Madame Y ne le sait pas. Donc on pourrait croire qu'en mettant un lien, Madame Y va savoir que l'autre personne a tué les parents. C'est pas le cas parce que quand on va éditer Madame Y, là on va nous dire il existe une relation. Est-ce que cette relation est la même ou est-ce qu'il faut en écrire une nouvelle ou ne rien écrire par rapport à cette personne? Vous savez également gérer des groupes, donc dire que telle personne est membre de tel groupe, tel groupe, tel groupe, telle guilde, faire des descriptions de guildes, des documents sur le côté que vous intégrez à chacun des groupes. Donc vous pouvez dire que les membres de la guilde des magiciens ont droit à tel et tel grimoire. Quand vous allez mettre une personne membre de ce groupe-là, quand vous enverrez sa feuille de personnage, il va d'office prendre les deux documents de la guilde des magiciens, la description de la guilde des magiciens, les documents liés au personnage et tout compiler dans plusieurs PDF qu'il va envoyer à la personne. Donc il y a également la possibilité de gestion en ligne des inscriptions si vous n'utilisez pas d'autres services, mais sinon ça gère tout ça. Il y a également un trombinoscope, donc ça c'est très utilisé en France pour mettre des visages sur chacun. Vous avez aussi des notes pour les orgas, donc c'est des notes invisibles pour chacun des personnages, chacun des groupes, et voilà. Concernant LARPwriter, juste une petite astuce concernant la gestion des groupes. Pour notre GN et les Bastes, on a utilisé la gestion des groupes non pas pour gérer des groupes de joueurs, mais pour créer des bestiaires. Donc c'est-à-dire qu'on a en fait créé via ces groupes qui sont pas normalement utilisés pour ça à la base, différents groupes de bêtes, je vais dire, de PNJ monstres, appelons-les comme ça va des bandits à la bête de base. Hein. Et donc ça vous permet, si vous avez un gestionnaire d'attaque de PNJ monstres, comme nous on en a un, que lui puisse s'adapter de manière très rapide à l'évolution du niveau des joueurs pour qu'il continue à y avoir un challenge vis-à-vis des assaillants, je vais dire.
des PNJ monstres. Voilà, c'est juste une petite astuce comme ça qu'on a eu d'expérience. Sinon, il faut aussi savoir que personne qui gère le site est assez disponible. Donc si jamais vous voulez lui envoyer un mail, lorsque vous inscrivez, vous avez la possibilité de réaliser des templates, choisir d'autres polices et activer l'hébergement de documents en direct. Donc uploader vous-même vos documents en PDF, ce qui à la base n'est pas possible. Il suffit de lui envoyer un mail, il active l'option qui est en bêta. Mais je veux dire, il est assez disponible pour ça, il peut répondre à vos questions et même il est assez friand de nouvelles idées pour le développement. Donc ça, c'est un très bon outil qui peut servir pour des plus petits GN comme pour des plus gros. Alors après, au niveau des outils avancés, je vais citer Python pour l'avoir utilisé indirectement pour la gestion de cartes de jeu pour un GN. Via également un fichier vectoriel. Donc en fait, on disait dans un fichier Excel, un tableur Excel, voilà, il y a la potion un tel, elle porte telle référence, elle a tel effet, on peut la trouver à tel endroit, donc toutes des caractéristiques. Et ensuite, via un script, on disait, tu exportes ça en PDF et tu en mets 8 par page. Enfin, on savait également... tu en mets le nombre qui est indiqué dans le tableur. Donc on savait juste générer le script avec quelques lignes de commande qui étaient prédéfinies. Et ça générait les différents PDF qui compilaient toutes les ressources du monde, qui n'avaient plus qu'à imprimer. Et couper. Surtout et couper. Surtout couper. Il y a également la tech. Là, je vais juste l'énoncer. C'est la gestion de documents standardisés qui utilisent les normes typographiques internationales. C'est pas pour ça que j'en parle, c'est possibilités de gestion de documents, à savoir, je vous parlais tout à l'heure de la compilation de différents PDF. Avec la tech, il est possible de dire, voilà, j'ai mes règles, il y a telle personne qui s'occupe des règles de potions, telle personne qui s'occupe des règles de l'univers, et quand je génère mon fichier, tu vas rechercher des données dans tel fichier, et tu fais un PDF. Donc il suffit qu'il y ait une des deux personnes responsables qui édite son fichier pour que en faisant une génération, il y ait un nouveau document. Et on ne doit pas jouer avec 14 versions, donc ça permet vraiment de faire de la fusion de PDF, mais dynamique. Bon, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Sinon, au niveau de la comptabilité plus avancée, il y a PHP Compta. Là, je fais que le citer parce que c'est pour la comptabilité double en ligne via une installation. Voilà. Alors, en guise de conclusion, pour moi, il y a de nombreuses solutions qui existent. C'est à chacun de se les approprier, de les tester, de les adapter. Si vous avez quelqu'un qui est dans l'informatique autour de vous, vu que c'est des logiciels pour la plupart open source, vous savez les éditer, modifier ce que vous voulez. Et puis j'espère aussi, on en parlait tout à l'heure, d'ici quelques temps, faire un logiciel de gestion de GN de tout type, de manière internationale, qui puisse être représentatif de GN français, de GN belge, de GN canadien, états-unien et norvégien, et d'arriver à un système de modules. Voilà, je veux avoir un module d'inscription, je veux avoir un module de logistique, un module de génération de cartes, de gestion de cartes et ainsi de suite. Donc pour moi, tout ça passe par la mise en commun des compétences de chacun. Malheureusement, le GN est souvent un milieu qui peut paraître fermé, mais qui peut paraître aussi élitiste, et où parfois chacun garde ses compétences pour lui. Ça peut tourner au niveau d'une association. Maintenant, à l'échelle plus grande, on a tout intérêt à mettre en commun des compétences pour réaliser des projets utiles pour tout le monde à plus grande échelle. Et pour moi aussi, une petite note très intéressante, c'est que l'ARP 2.0, comme je l'appelle, est également un créateur de jeu. Je parlais des QR codes tout à l'heure, vous pouvez très bien créer une dynamique de jeu et un système de jeu basé sur ce principe de QR code. On pensait il y a quelque temps à un système de jeu post-apocalyptique avec une application Android. On s'est trouvé des GSM Android pour $25 en Chine sans trop de problèmes. En faire revenir 100, ça coûte encore moins cher. Vous équipez chacun de vos joueurs avec ça et vous avez une gestion des feuilles de personnages sur base de QR code. Si tu veux de l'Android première version encore moins cher, ce que tu peux faire, ce qu'on a fait en France, c'est contacter un opérateur téléphonique et demander des téléphones déclassés qui ont 3-4 ans. Ils peuvent t'offrir des stocks en location et on les payait 4 € je crois l'appareil en location sur une semaine.
C'est honnête. C'est assez intéressant. Voilà, et donc, si vous voulez un exemple des applications, bon, ici c'est assez simple, j'ai mis un QR code dans le fond, c'est uniquement une carte de visite. Vous avez mes coordonnées dedans, l'adresse atlar.be, etc. Celui-là, c'est un format V-carte que vous avez enregistré dans votre GSM. Comme je vous le disais, il y a d'autres applications, GPS et autres qui existent. Oui, j'avais juste une petite remarque, un outil en plus, je ne sais pas si tu connais, qui est spécifique au GN, c'est un truc qui a été développé en France aussi, qui s'appelle CréaGN, qui permet aussi justement un petit peu, dans l'idée, ce que tu disais tout à l'heure, des modules qui vont permettre de gérer les inscriptions, l'écriture en commun, la rédaction des fiches, l'envoi des fiches, ce genre de choses. Donc voilà, je te conseille aussi d'aller voir, tu trouveras peut-être des choses intéressantes. Il y a eu des initiatives dans ce genre-là en Allemagne, dans les pays nordiques, un peu partout, mais il n'y a jamais vraiment eu quelque chose de très abouti. Je sais bien qu'Avatar a un système interne, mais qui tout doucement vieillit et qui doit être revu. Et j'ai appris ce matin que Candoria avait un système qui a l'air quand même assez au point. Donc je pense que l'intérêt est d'arriver à avoir une mise en commun de toutes ces compétences pour faire un outil qui puisse servir à tout le monde. Je reviens sur l'idée de CréaGN. Pour la simple information, ce produit n'est pas open source, n'est pas libre, puisqu'il il est juste payant, mais il a le mérite d'exister et à mon avis d'être un tant soit peu plus professionnel. Je voulais juste faire une réflexion, en fait, que pour l'instant, effectivement, Fabrice nous a présenté pas mal d'outils. Il faut faire attention, parce que, en tout cas, moi, c'est une expérience personnelle. Il ne faut pas trop s'investir à passer de temps dans l'outil, à l'apprendre, à le faire ça, parce qu'on finalement, toute l'énergie que vous mettez dedans se déforce pour la création. Le fait d'organiser un GN, c'est effectivement d'une part de l'associatif, mais ça reste beaucoup de l'aspect créatif et faut éviter, juste une avant-garde que je dis à tout le monde, de se perdre finalement dans ces outils et finalement de ne plus passer du temps à créer, parce que sinon vous allez vous retrouver trop court. Je me permets de rebondir. Je pense que tu as tout à fait raison. J'ai juste une question. Quand Bilarp fait des formations courtes, pour utiliser simplement ce genre d'outils ou une autre structure, peu importe, mais je pense que c'est un complément et un petit peu, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, la médecine et la naturothérapie, c'est deux choses totalement différentes mais qui sont complémentaires et je pense que si on veut améliorer le jeu de rôle en Belgique, en France, peu importe où, il faut utiliser ce genre d'outils avec, comme tu le dis, une certaine restriction. Il ne faut pas qu'on soit trop dedans, de peur d'oublier la créativité et les bases. Alors, moi, je voulais rebondir sur ta conclusion, quelque part, de ta conférence, sur le fait des apports en jeu. C'est qu'en effet, moi, j'ai remarqué la même chose quand j'ai commencé à développer mon ERP pour Cando et quand j'ai été dans la réflexion, j'allais voir ce qui se faisait ailleurs. Évidemment, j'ai vu LARP Writer, évidemment, j'ai vu aussi CréaGN. J'ai pas vu les sources, mais j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai eu des accès. J'ai vu aussi 2-3 choses qui se faisaient en Allemagne, des choses qui avaient été faites dans les pays scandinaves, pareil aussi un peu en Amérique du Nord. Mais j'ai très, très rarement vu une approche en fait d'apport en jeu par la technologie. La majorité du temps, on est dans de la gestion pré-jeu et sur en gros de la sortie. L'objectif de ces structures est de créer quelque part des documents qui vont servir pour gérer en jeu. Au mieux, ce qu'on a en jeu d'aide par l'IT, c'est d'avoir une grande base de données, on tape un identifiant et on a à quel objet ça correspond. Mais on n'a pas plus que ça. Et moi, ma réflexion vraiment, ça a été comment déjà créer un ERP qui correspond à ce qui existe ailleurs, mais également comment apporter au jeu par cette technologie. Et c'est un truc, alors sur un projet comme Candoria, je suis encore en réflexion, il y a énormément de choses à faire, mais j'ai fait un GN au Québec, en particulier un GN zombie, qui est plutôt un GN d'initiation, où, pour donner un ordre d'idée, j'avais fait un système où tous les joueurs avaient une montre en Bluetooth, connecté en Bluetooth avec une sonnerie déclenchable à distance en Bluetooth. Et où on était capable, avec des capteurs c'était dans une université, donc des capteurs dans les couloirs, des capteurs dans toutes les pièces, on était capable en temps réel de savoir où était chaque joueur, en fonction des trajets, vu que c'était des capteurs à deux endroits, on était capable de savoir où ils étaient, se déplacer dans quelle direction, et de déclencher l'alarme à distance. L'alarme
représentait le fait qu'il devenait un zombie. Et à partir de ça, on a été capable, sur un modèle purement informatique, de modéliser une épidémie. La formule était extrêmement simple. C'était en fonction du temps qu'on passait dans la même pièce des personnes infectées avec le nombre de personnes infectées. Et on n'avait rien à gérer, le système le faisait tout seul. Et déclenchait les personnes qui étaient infectées, il y avait une période d'incubation, donc ça crée une variable avec une période d'incubation d'une 30aine de minutes, et après, ça sonnait automatiquement. Et les joueurs pensaient qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça qui appuyait au hasard sur les boutons, alors qu'il y avait une logique de propagation extrêmement forte. C'est l'exemple de type de choses qu'on peut faire. On peut imaginer aussi, alors ça je ne l'ai pas encore appliqué, mais sur des univers, on va dire, plus SF, imaginez 2 factions avec des couleurs bien distinctes, pareil dans des lieux clos, imaginez un bar à peu près neutre, et en fonction du nombre de personnes qui rentrent de chaque faction, on a l'éclairage de la pièce qui change dynamiquement. C'est des choses, c'est plein de petits détails comme ça, mais qui à mon avis peuvent apporter et enrichir, ajouter par la technologie, ajouter des éléments des éléments diégétiques. C'est vraiment moi la réflexion que j'essaie d'amener, sur lequel c'est un terrain sur lequel j'ai trouvé peu de choses pour l'instant, malheureusement. Il y a moyen de développer énormément de choses. Je pense que la seule limite, c'est l'imagination et l'aspect technique derrière et l'investissement des gens. Je pense que là, on arrive plus sur tout ce qui est la création de jeux, où là, on sur quasiment un autre sujet avec les systèmes Arduino.